Juste quelques mots, vous m'entendez bien? Juste quelques mots sur ma présentation. Donc Lionel Lestrade, je suis kiné, ostéo, j'exerce en libéral et je pratique les sports d'endurance comme la course à pied et le triathlon, essentiellement sur des distances, sur de longues distances. Je vais vous parler un peu de mon parcours sportif parce qu'il m'a amené à modifier ma prise en charge du sportif au sein du cabinet. Tout d'abord, en tant que professionnel de santé, le soin des blessures du sportif a toujours fait partie de ma pratique avec un regard attentif, me sentant concerné de très près, à titre personnel et en tant que pratiquant. Au niveau de mon cabinet, enfin de vos cabinets, qu'est-ce qu'on va trouver essentiellement comme pathologie chez le sportif, chez le coureur? Donc on va trouver essentiellement des atteintes du membre inférieur. On va trouver au niveau de la hanche tout ce qui va être tendinopathie troncantérienne, donc avec les bursites, les tendinites, les tendinoses d'insertion. Au niveau du genou, on va trouver tout ce qui va être syndrome du fascia lata, les tendinopathies rotuliennes, les syndromes patellaires. Quand on va descendre au niveau du tibia, on va trouver essentiellement les problèmes de périostite, de fracture de fatigue. Un petit peu plus bas, on va avoir les tendinopathies d'Achille. Un petit peu, et quand on va descendre sur la fin, on va arriver au niveau du pied avec également les fractures de fatigue, les problèmes d'aponévrose plantaire. Là-dessus, on peut rajouter toutes les atteintes musculaires à type d'élongation, de contracture, de déchirure. Donc grossièrement, voilà un petit peu toutes les pathologies que l'on va retrouver dans nos cabinets chez le sportif, surtout chez le coureur à pied. Alors une petite notion sur la blessure. Qu'est-ce que vraiment une blessure? La blessure, c'est vraiment un dépassement de la capacité d'adaptation du corps au stress. D'une façon générale, le stress, on peut le définir, ça peut être à la fois un stress mécanique, un stress émotionnel et un stress chimique. Ce soir, on va surtout vous évoquer le stress mécanique. Notre corps, il a vraiment une grande capacité d'adaptation à partir du moment qu'on lui laisse le temps et la possibilité de s'y adapter. Si cette capacité est dépassée par un manque de progressivité ou un manque de temps, la blessure a toutes les chances de s'installer. Cette blessure risque d'autant apparaître si on utilise une technique inadaptée. Donc là, je vais parler pour la course à pied. Quand je parle de technique inadaptée, je parle surtout d'une technique qui ne va pas utiliser forcément le potentiel optimum du corps. Je vais vous parler un petit peu de moi. Durant toutes mes années de pratique sportive, j'ai toujours couru, même en pratiquant d'autres sports que la course à pied, sans jamais réellement avoir appris à courir. La course, ça semble quelque chose d'inné, la preuve. Les enfants savent très vite courir sans qu'on leur explique comment on le fait. Donc ça doit venir de nos ancêtres. La course à pied, c'est quelque chose d'inné chez nous. Il y a une quinzaine d'années, je me suis mis à courir d'une façon un petit peu plus fréquemment, une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, puis je suis passé à 4-5 fois par semaine. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir quelques petits soucis, petits genoux, petits syndromes rotuliens qui ont commencé à s'installer. Et surtout, j'ai commencé à avoir des gros problèmes d'échauffement au niveau des pieds. J'avais des ampoules sur la voûte plantaire, sur les orteils. Et à chaque sortie, ça devenait vraiment problématique. Il fallait que je me strappe systématiquement le pied, les orteils, que j'utilise des crèmes, j'ai vraiment tout testé. Donc j'ai couru quand même pendant pas mal d'années avec ces soucis-là. Puis je me suis retourné un petit peu vers un fournisseur de chaussures pour qu'il me conseille un petit peu plus. Donc la première paire de chaussures qu'on m'a vendue adaptée à ma morphologie, puisqu'en effet je rentre dans la catégorie des gens qui ont les pieds plats. Donc on m'a fourni ce type de chaussures, donc avec un amorti relativement important au niveau du talon, et surtout, on voit bien avec surtout une correction très importante de la voûte plantaire, puisque j'avais tendance à avoir une voûte plantaire qui s'échauffait énormément sur ma pratique. Donc on m'a mis une correction, voilà, au niveau du pied pour venir corriger mes problèmes de pied sur la course à pied. Je suis reparti avec ma nouvelle paire de chaussures, tout content en me disant ça y est, je vais pouvoir courir sans avoir ces problèmes. Ça n'a strictement rien changé. J'ai également été voir des confrères podologues qui m'ont inséré une
une semelle correctrice. J'ai continué à essayer de courir avec ces chaussures, avec les semelles. Mon problème a toujours été le même avec mes soucis d'échauffement. Donc rien n'a vraiment changé jusqu'au jour où les soldes ont changé ma vie pour une fois. Je suis tombé sur une paire de chaussures de trail. Donc le trail, c'est plus de la course tout chemin, tout terrain, où cette chaussure, elle m'a plu par rapport à son aspect. Donc je l'ai achetée. Et dès les premières sorties, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. Ma foulée n'était plus la même. J'avais l'impression d'avoir une foulée qui était beaucoup plus légère, beaucoup plus dynamique, que je venais moins percuter le sol. Donc ça m'a énormément interpellé. Et en plus, j'avais plus ces soucis d'échauffement au niveau de mes pieds. Donc je me suis posé beaucoup de questions et je me suis mis à comparer mes anciennes chaussures avec celles que je venais d'acheter. Et il y avait vraiment deux éléments qui ont été présents. Bon, le poids, les chaussures précédentes comptaient aux alentours de 350 grammes. Les nouvelles faisaient aux alentours de 150 grammes. Bon, on dirait 200 grammes, c'est pas grand chose, mais 200 grammes sur chaque pied, lorsqu'on commence à courir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça paraît. Mais l'élément le plus important entre ces deux chaussures, c'était le drop. Alors le drop, c'est quoi? C'est la différence de hauteur que l'on a entre le talon au niveau de la semelle, entre le talon et l'avant-pied. Sur mes chaussures habituelles, donc sur ce type de modèle, on est sur des drops de 8 à 12 mm, donc c'est ce qu'on appelle le type de chaussure maximaliste, puisque le but c'est réellement d'avoir un appui, un amorti très important au niveau du talon, alors que sur ce type de chaussure là, on avait un drop qui était énormément réduit. Et je me suis aperçu qu'en diminuant l'interface entre mon pied et le sol, du coup spontanément déjà ma façon de courir avait complètement changé. Donc à partir de ce moment-là, je me suis intéressé aux différentes chaussures, mais surtout à la façon que j'allais pouvoir les utiliser, on va dire, à bon escient. Donc là, un exemple de chaussures qu'on le retrouve le plus, donc avec des drops importants. Là, on va avoir un modèle un petit peu intermédiaire, et là, on va avoir un modèle qu'on va appeler minimaliste. Là, donc je vous disais tout à l'heure, on est sur des modèles, on va dire, avec une différence de hauteur de 8-12 mm, pour arriver au minimaliste, où on va de 4 mm à 0. Donc il y a quelques modèles que j'ai ramenés, où on va avoir le premier modèle, donc là on va avoir sur un modèle de drop 0. Là on a sur de l'extrême minimaliste qu'on appelle les 5 fingers, où là on est drop 0 mais avec juste une protection pour le pied. Là on est sur un drop 4 mm. Voilà. Et sur l'ancien modèle, où là on est sur du 10-12 mm. Donc toujours dans ma quête de cette course à pied, maintenant que j'arrivais à courir de plus en plus sans avoir mes problèmes d'échauffement, j'ai continué dans cette quête au niveau de l'économie de cette course. J'imaginais bien que plus le drop va être important, plus la modification de la silhouette va l'être. Donc à partir du moment qu'on va modifier ce drop, la posture, que ce soit en statique, mais également sur la course, va être complètement modifiée. Moi, cette course à pied, très rapidement, je l'ai intégrée dans une autre discipline, si on peut parler comme ça, qui est le triathlon. Donc, je vous fais juste un tout petit rappel rapidement. Le triathlon, c'est un enchaînement de 3 disciplines, donc la natation, le vélo, la course à pied. Sachant que justement que la course à pied intervient en dernier. Donc là, l'économie musculaire va vraiment être primordiale, d'autant plus que l'on va pratiquer des distances de plus en plus longues. Moi, dans ma pratique, c'est essentiellement des longues distances, donc c'est ce qu'on appelle l'Ironman, où là, on va enchaîner 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon à pied. Donc forcément, les chaînes musculaires vont être énormément sollicitées, surtout après la pratique du vélo, surtout quand on a fait 180 km de vélo. Vous imaginez bien que les chaînes antérieures, surtout le quadriceps, sont fortement déjà entamées. Donc lorsqu'il va falloir partir
sur le marathon, si on pouvait économiser un maximum ces chaînes qui ont été déjà énormément recrutées sur le vélo, ça permet de pouvoir faire un marathon dans une meilleure forme et de pouvoir être plus efficient. Donc dans ma recherche, j'ai découvert ce qu'on appelle la foulée médio-pied, qui semble une foulée beaucoup plus naturelle, qui utilise réellement les propriétés mécaniques de notre corps, les propriétés pour lesquelles notre corps a été fait à la base. Au cours de mes recherches, donc j'ai été pioché un petit peu partout. Il y a un site qui s'appelle la Clinique du Coureur, qui est fait par Blaise Dubois, qui est un physiothérapeute québécois. J'ai lu également le livre Born to Run, qui relate la façon de courir d'une tribu au fin fond du Mexique, qui étaient vraiment des coureurs imbattables sur longue distance, malgré qu'ils couraient pieds nus ou en sandalettes. Il y a un livre sur la course à pied, posture, biomécanique et performance d'un confrère Frédéric Bégaud, qui explique vraiment que, à la base, notre pied, la morphologie de notre pied, a réellement été conçue pour cette course à pied à partir du moment qu'on l'utilise dans sa fonction première. Le pied, par sa conception, il y a de nombreuses articulations, de nombreux muscles, plus son prolongement avec le tendon d'Achille et le mollet, il va constituer un ressort vraiment extraordinaire. À partir du moment qu'on va pouvoir le comprimer, il va pouvoir nous restituer une énergie énorme sur notre course à pied. Le tout, c'est de l'utiliser vraiment dans sa fonction. Si on veut comparer, alors, on va dire une course à pied un petit peu traditionnelle, la course à pied traditionnelle, la plupart de personnes utilisent, c'est de la façon que l'on marche, on l'a transposée en courant. C'est-à-dire que lorsque l'on marche, on va avoir une attaque talon, on va avoir une attaque jambe tendue, puis après on va avoir le passage du centre de gravité pour avoir une poussée vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe forcément lorsqu'on a une attaque jambe tendue et loin devant? On va avoir une force de résistance à l'avancement déjà. On veut aller dans un sens et on vient attaquer jambe tendue vers le talon qui va créer une force dans l'autre sens. Donc déjà on a une onde de choc que notre corps va devoir absorber, d'où l'intérêt qu'il y a énormément de fabricants et de marques qui vous vendent des chaussures avec un amorti énorme, avec toutes les dernières technologies possibles, inimaginables, pour vous faire acheter les nouvelles chaussures, pour pouvoir amortir ce choc et passer le centre de gravité pour avoir la propulsion derrière. Lorsqu'on va avoir une foulée médio-pied, ça veut dire que l'on va venir poser le pied soit à plat, soit légèrement sur l'avant-pied. Du coup, on n'a plus du tout cette force, cet impact et la force qui vient lutter contre notre avancement. La foulée va se faire beaucoup plus naturellement, puisque ce pied a cette propriété élastique. Lorsque je veux faire des sauts sur plage, je vais avoir tendance à rebondir sur mon avant-pied. Si je suis sur mes talons, voilà, il y a l'onde de choc, j'ai aucun rebond. Alors que quand on court, la plupart du temps, on vient attaquer. Moi, j'étais le premier à attaquer de cette façon-là, à attaquer les jambes tendues et à venir percuter le sol avec mon talon. Donc voilà un exemple d'une foulée qu'on va appeler médio-pied, que je vais vous décrire très rapidement. Donc là, c'est Miranda Cafré, qui est la championne du monde à Hawaï de l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer sur sa foulée? C'est que la foulée, le but d'une foulée médio-pied, c'est quoi? C'est avant tout de venir poser son pied avec un genou fléchi, de ne plus avoir une attaque jambe tendue, d'avoir un genou légèrement fléchi. Spontanément, déjà, le pied ne viendra plus se poser par le talon. Spontanément, le pied va venir se poser soit pied à plat, soit sur l'avant-pied, et le plus proche possible de son centre de gravité. Au lieu d'aller chercher la foulée loin devant, on la pose le plus près possible de soi, avec le genou fléchi. Et du coup, on ne va pas forcément diminuer notre longueur de foulée, mais au lieu d'aller chercher loin devant, on va aller chercher plutôt loin derrière. Du coup, on va recruter notre chaîne postérieure, donc nos extenseurs, grands fessiers, ischio, mollets, et ça tombe bien puisque c'est une chaîne qui est énormément puissante. Les grands fessiers sont des muscles très puissants, les mollets également. On va avoir du coup un recrutement de ces chaînes. Pour le triathlon, c'est une chaîne musculaire postérieure qui a été un peu moins sollicitée par le vélo,
par rapport au quadriceps. Donc on va pouvoir avoir une efficacité un peu plus importante. Et donc là, on a un exemple typique. Là, sur l'arrêt en image, on voit bien l'extension de la jambe arrière et la pose du pied sur la jambe avant qui va se faire genou fléchi. Donc les points qui vont différencier une foulée d'un coureur marcheur d'une foulée plus médio-pied va être avant tout ça, l'attaque genou fléchi, l'attaque le plus près possible de son centre de gravité, et du coup spontanément on s'aperçoit qu'il y a une fréquence, une gestuelle qui s'augmente complètement naturellement. Donc l'intérêt de cette foulée médio-pied, ce que je vous disais tout à l'heure, on va diminuer les forces de freinage, c'est ce qu'on appelle l'overthreading, donc le fait de venir percuter le sol vers l'avant avec le talon. On va réduire donc cette onde de choc, ces impacts. On va optimiser l'énergie élastique emmagasinée dans la jambe et dans le tronc par cet effet de ressort qu'on va venir comprimer et qui va se déplier pour pouvoir nous propulser vers l'avant. Donc c'est quelque chose, c'est de l'énergie élastique donc qui demande au corps un effort énormément réduit. Le fait d'avoir une attaque avant-pied va solliciter immédiatement le triceps qui va venir protéger le genou au niveau de son tiroir antérieur, donc protection quelque part des atteintes des ligaments croisés. L'attaque ne se faisant plus avec une grosse contraction du jambier antérieur qui mettait énormément de tension sur l'avant du tibia, on va préserver toute cette zone qui est forte. Vous m'entendez mieux là? Donc le fait d'avoir une attaque sans solliciter, enfin en sollicitant énormément moins le jambier antérieur qui était certainement un facteur également pour tout ce qui était périostite. Et également on va utiliser pleinement notre pied quand on regarde l'articulation, enfin la forme d'un pied. Le pied il est très large sur sa partie avant avec de multiples articulations qui vont permettre au pied de s'adapter complètement au sol, alors que quand on attaque avec le talon c'est quelque chose de dur, il n'y a aucune facilité pour ce pied à s'adapter si on a un terrain qui est un petit peu instable. Donc le fait d'avoir diminué cette interface et d'avoir remis le pied dans sa configuration va également être très important au niveau de la proprioception et de tout ce qui va être prévention au niveau des entorses. Donc pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, j'ai essayé de modifier ma façon de courir en me concentrant sur la façon de poser mes appuis au sol. Donc immédiatement, je me suis aperçu que mes problèmes d'échauffement avaient complètement disparu. Mon syndrome rotulien, qui était un petit peu chronique, qui avait tendance à se manifester régulièrement, a disparu par la même occasion. J'ai eu une meilleure adaptation à l'effort et au niveau performance également, il y a vraiment eu des modifications. Donc vraiment, en diminuant l'interface entre le pied et le sol, avec une technique adaptée, on va retrouver vraiment les fonctions primaires de notre système corporel qui a vraiment été conçu pour courir. Il y avait juste un critère que j'ai eu du mal à mettre en place. On lit beaucoup qu'également il doit y avoir une sollicitation du haut du corps et de la ceinture scapulaire, avec un gros travail de dissociation des ceintures, les bras fléchis à 90 degrés. Dans cette deuxième notion, dans cette deuxième partie, on va parler du coup un petit peu de deux types de paramètres, enfin deux paramètres supplémentaires qui va être plutôt le coureur aérien ou le coureur terrien, qui nous fait penser un petit peu aux travaux de Raymond Soyer, où il expliquait qu'au niveau de la marche ou de la course, on avait le marcheur qui vient du haut et le marcheur qui vient du bas. Donc juste en quelques mots sur le marcheur qui vient du haut et le marcheur qui vient du bas. Le marcheur qui vient du bas, lui, son mouvement, il va être débuté par le pied, puis va remonter au niveau du bassin et le tronc
va suivre le mouvement qui a été amorcé par le bas. Donc là, on est plus sur un travail concentrique de toutes les chaînes antérieures, alors que le marcheur du haut, lui, son mouvement va être amorcé par la partie supérieure, va amorcer par le mouvement des épaules, va emmagasiner une espèce d'énergie élastique, et c'est les jambes qui vont suivre le mouvement. Donc le marcheur qui marche par le haut, lui va avoir un mouvement avec une variation beaucoup plus au niveau de l'horizontalité, il va passer un petit peu moins de temps en contact au niveau du sol, il va fonctionner plus comme un ressort, donc sous un mode de pliométrie. Par contre, le marcheur qui vient du bas va avoir un temps de contact au sol un petit peu plus supérieur que le précédent, et il va être plus sous un mode concentrique. Si je vous remets très rapidement cette vidéo, vous allez voir tout de suite, juste sur ces deux séquences, donc sur celle-ci et celle d'après, tous les deux coureurs ont un placement médio-pied. Par contre, il y en a un qui court, qui vient du haut, et l'autre qui vient du bas. Je pense que c'est très flagrant à voir. Vous voyez, le mouvement au niveau des épaules qui est amorcé, donc en premier plan par Miranda, où là il y a vraiment le buste qui est engagé vers l'avant et le mouvement qui suit. Et là c'est encore plus flagrant sur le ralenti, où l'autre coureuse est plutôt d'un bloc avec les peu de mouvements au niveau des épaules, le tronc beaucoup plus en arrière. Malgré tout, elle a également une foulée médio-pied. Bon, elle doit être en train de piocher un petit peu quand même sur la fin. Elle est en train de remonter, donc forcément elle a un petit coup de boost, surtout au moment de la déplacer. Mais on voit bien que le mouvement des ceintures scapulaires est beaucoup plus marqué que l'autre concurrente. Les deux sont foulées, sont en attaque médio-pied, une plus une marche, enfin une coureuse par le haut, donc plus aérienne, alors que l'autre est beaucoup plus terrienne. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce schéma. Donc autant on peut modifier notre façon de courir au niveau de nos appuis, parce qu'on va rechercher à retrouver la physiologie de notre pied et de nos articulations, autant modifier sa façon, sa préférence au niveau terrien ou aérien. Là c'est difficile parce qu'on rentre dans nos préférences de motricité qui sont plus ou moins innées. Donc ils vont faire rentrer d'autres paramètres au niveau postural. Et c'est là-dessus que je vais... Donc vous l'avez compris, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que maintenant vous allez tous courir comme ça, avec des belles sandalettes. On vous invite à lire Born to Run, en effet c'est un super bouquin. Allez directement à la page champ, pour ceux qui sont passionnés de neurophysio. Vous allez comprendre vraiment pourquoi la technique médio-pied est une technique très économe pour la course. Alors bien sûr, on ne peut pas tous courir avec des five fingers dès le début, il y a une transition importante. On peut avoir un drop, mais essayez de diminuer le drop, parce qu'il y a énormément de pathologies qui ont été citées par Lionel, qui pourraient être fortement diminuées en procédant de cette façon avec une nouvelle technique d'apprentissage, c'est la technique médio-pied. Donc, les chères grandes marques nous ont appris à courir comme ça. Forcément, plus vous aurez des chaussures maximalistes, plus vous allez pouvoir courir avec une attaque talon, comme vous l'a dit Lionel. Le seul problème, c'est que on va augmenter le stress mécanique avec ce genre de technique. Et puis, on a fait tous un peu l'erreur, c'est d'acheter des sacrées semelles amortissantes. C'est écrit sur le papier, c'est écrit sur l'emballage. Si on prend des super semelles amortissantes, on ne va plus avoir des douleurs au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des pieds. Mais c'est pire que tout. C'est pire que tout. Parce que ce sacré amorti qu'on met sous le pied, il va chanter le côté proprioceptif et extéroceptif de la sole plantaire. Et le pied, il informe 1000 fois à la seconde, avec tous ces mécanorécepteurs proprioceptifs et extéroceptifs, le système nerveux central qui lui-même, recevant ces informations-là, va redistribuer l'information au niveau des chaînes musculaires. Donc forcément, c'est au même titre que vous mettez une mousse sur votre clavier. C'est le bordel. L'information là-haut n'est pas reçue. Donc,
Ça peut également créer des troubles de l'équilibre. Sachez que chez Vinci, BTP, il y a une recrudescence de problèmes d'équilibre et de chute de la personne de leur hauteur parce qu'on met des semelles amortissantes dans les chaussures de sécurité. On s'écarte du sport, mais c'est vraiment très 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 délétère. Il y a beaucoup de podologues ici. Arrêtons de mettre trop d'amortis dans nos semelles. Parfois oui, ça peut être nécessaire, mais à court terme. Sur le long terme, c'est pas bon. Mais le problème, c'est quand l'athlète va acheter des semelles, quand le kiné, quand le médecin, quand le podologue va prescrire ces semelles-là, ben, on les garde après dans les chaussures. Et on chinte tout ce côté proprioceptif et extéroceptif qui est indispensable pour notre équilibre, mais également pour le mouvement. Alors, forcément, on y vient, on va analyser maintenant la marche. Donc on a Lionel ici en le petit blond, et puis on a le petit brun, c'est moi, on a l'aérien et le terrien. C'est l'autre notion qu'on voulait vous parler ce soir, qui est extrêmement importante, puisqu'on va être beaucoup plus précis dans le diagnostic, mais également dans la rééducation, vous allez voir par la suite. Donc il suffit d'analyser, donc demain matin, je suis sûr que vous allez analyser tous vos gamins. Moi c'est ce que j'ai fait dès le début. Alors au début c'est pas simple, hein, je vous l'accorde, donc là on met des ralentis, et puis c'est comme tout ce qu'on a appris, au fur et à mesure on a l'œil, on se met une terrasse d'un café, on voit les gens passer, puis là on dit terrien, aérien, terrien, aérien. C'est hyper bon. Donc essayez d'analyser ces petits gamins. Bon là c'est en accéléré, je fais exprès. Vous avez vu? On va se la remettre. Donc regardez un peu le buste. Hein, l'aérien en jaune, vraiment vers l'avant. Ok. On a ensuite l'attaque du talon qui est hyper importante sur le petit blond, le terrien. Le positionnement du bassin qui va être forcément différent sur le terrien et l'aérien. Hein. Et puis ce sacré qu'on voyait chez Miranda, là, elle utilise beaucoup les coudes. Comme ça. Alors que le terrien, lui, comme chez Lionel, comme ça. Bah ça, c'est une préférence, c'est une signature. Alors oui, il y a autant de marches que d'individus. C'est une signature corporelle, la marche. On le sait. Ah, celui-là, je l'ai entendu, il attaque toujours du talon. Ah, celui-là, bah oui, forcément, on n'entend pas, il a un pas léger. On a notre propre signature. Il y a autant de marches que d'individus. Mais dans cette grande disparité, il y a toujours marche par le haut et marche par le bas. Et ça, on l'a dès les premiers mois de la vie. Donc, on l'a vu pour la marche, on l'a vu pour la course avec Miranda, là. Sachez que, également pour le sprint, alors qu'au sprint, on ne va pas attaquer sur le talon, vous savez, on testait. Et bien, pour le sprint, c'est exactement la même chose. On va retrouver cette préférence de marche par le haut et marche par le bas. Donc, il y en a qui sont extrêmement typés, j'en ai pris deux. Donc, il y a Usain Bolt, c'est un vrai marche par le haut. Il est plutôt incliné vers l'avant. Et puis surtout, on va le voir à travers son mouvement de coude qui est très amplifié. Très amplifié et très asymétrique. Il a également un regard qui est vers le bas, qui est typique des marches par le haut. Et puis, rappelez-vous, là on le voit ici. Gatlin, pour info, il est aussi marche par le haut. C'est pas pour autant que les marches par le haut sont meilleures que les marches par le bas. Hein. Il n'y a pas de règle. Et puis un qui est très typé, rappelez-vous, Michael Johnson. Ce mec-là, il a une foulée très rasante, et puis toujours regard vers le haut comme ça. Il utilise très peu les coudes. Lui, c'est les épaules. Ça, c'est très typé, marche par le bas. Donc à la marche, à la course, au sprint, on retrouve systématiquement cette préférence motrice. Et puis il y a une autre notion que vous a dit Lionel tout à l'heure, mais très rapidement, c'est le côté pronation-supination. Alors nous, podologues, on a été un peu formatés, on nous a dit de corriger la pronation et la supination. Bah, sachez que c'est une grosse erreur. Parfois oui, mais la plupart du temps non. La pronation et la supination, c'est physiologique en fonction de ce que vous êtes. Marche par le haut ou marche par le bas. Regardez Blake ici à droite. On va voir Blake parce qu'après on ne va plus le voir.
Regardez ici l'attaque en phase d'extension, la petite pronation qu'on va voir. Schling. Regardez-le sur le deuxième. Il arrive. Regardez en phase d'extension le pied, ce qu'il va faire. Hop là. Vous l'avez vu? Regardez maintenant Bolt. Lui, c'est un vrai marche par le haut. Pas besoin de côté pronateur. Et c'est pas pour autant qu'il est meilleur. C'est sa stratégie qui lui appartient. Vous voyez le petit côté varisant qu'on a chez Bolt? Parce que c'est un marche par le haut. Donc il ne faut pas aller à l'encontre de cette pronosupination, parce que vous allez à l'encontre de la signature naturelle de l'athlète. Dans certains cas, ok, pas de souci. Mais au même titre que l'amorti, le mou dans la chaussure, c'est qu'à court terme, à long terme, c'est délétère. Vous allez à l'encontre de la signature posturale et motrice de l'individu. Donc maintenant, on va s'amuser. On va regarder. Vous avez vu là? Marche par le haut, marche par le bas. Marche par le haut. Là. Marche par le bas. Vous avez vu ou pas? Ça va venir. Dès demain, vous allez vous y mettre, j'en suis sûr. Bon là, on voit pas trop. Celui-là. Haut. Ok. Celui-là. Haut. Et celui-là. Ah, bas. Après, on voit plus. Vous allez me dire, c'est bien beau, c'est que les observables au cabinet, comment on fait. Hein. Sauf qu'il existe des tests, comme on a fait chez vous, pour vous. Et puis, heureusement, il y a eu quand même des publications scientifiques. C'est des notions extrêmement récentes, tout ça. Hein, la dernière a été faite sur Kilian Jornet, vous connaissez? Ultra Raider. C'est le mec à 3 poumons et 4 pattes là. Hein, on avait fait une étude l'année dernière pour savoir s'il était attaque talon, attaque médio-pied ou attaque orteil. Donc on a analysé 5000 pas chez lui avec 2 accéléromètres à haute fréquence, des gyroscopes, câblés dans tous les sens. Et puis, grande surprise, qu'est-ce qu'on observe? Ce gars-là, malgré les dénivelés négatifs et positifs, il est 50% de son temps sur les orteils. Et le tiers de son temps en médio-pied. C'est impensable. Il n'y a que 18% sur les talons. Donc ça, c'est typiquement un gars qui est, certes, médio-pied, vous l'avez compris, hein, ils le sont tous, mais surtout, c'est un marche par le haut. C'est le même profil que moi. Je ne l'ai pas connu, mais c'est un gars qui est toujours comme ça. Toujours vers l'avant. Et notion très intéressante des chercheurs, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure de la course, il attaquait de plus en plus talons. Alors sachez que ça, c'est une stratégie. Pour mieux récupérer, on va switcher. Il n'existe pas un type de course idéale. Il en existe au moins 2 là, pour ce soir. Il y en a bien d'autres, on n'a pas le temps de l'évoquer déjà, je pense qu'on est à la bourre. Mais l'intérêt, c'est en conscience d'aller switcher son type de course pour mieux récupérer. C'est ce que fait Kilian Jornet. Il va attaquer de plus en plus talons pour récupérer. Dans sa stratégie, il va être à 80% de son temps en marche par le haut et en 20% de son temps en marche par le bas. Marche par le bas, les gars communels, c'est l'inverse. Toujours avec la technique médio-pied. Mais il va attaquer un petit peu plus comme ça en phase d'extension avant d'arriver en médio-pied. Et pour mieux récupérer, il va aller en marche par le haut. C'est switcher sa stratégie pour être le plus économe possible. Et puis, il y a énormément d'études qui ont été faites par Cyril Gindre. Je vous invite à aller sur son site, c'est Volodalen. Hein, c'est un super laboratoire qui mesure le côté terrien et aérien depuis de nombreuses années. Là, c'est l'angulation justement de la plante de pied, donc typiquement terrien et aérien. On va aller vite, ça on l'a vu avec les coudes, avec le bassin. Alors voilà, tous les paramètres de la marche, un spatio-temporel, c'est un spécialiste. C'est un vrai geek. Il y en a un autre, c'est Sébastien Lebras, c'est podologue à Brest, qui a un cabinet de 700 mètres carrés, je ne dis pas. C'est des gars qui ont déterminé tous les paramètres spatio-temporels de la marche pour la marche par le haut et la marche par le bas. Donc il existe les observables, il existe les tests cliniques, et sachez qu'il existe aussi des enregistrements et des outils de mesure extrêmement précis maintenant pour déterminer marche par le haut ou marche par le bas. Donc oui, vous n'allez plus regarder la foulée comme avant.
Regardez, c'est meilleur au monde. On dit, ces sacrés marathoniens, ils ont tous la même technique. Ils ont tous appris ensemble. Regardez lui. Bing, marche par le bas. Regardez, celui-là, c'est encore vachement plus. Boum, marche par le bas. Et regarde Bekele, marche par le haut. Ils ont appris dans la même cour d'école, ils ont appris sur les mêmes pistes en Afrique. Bah, sauf qu'il y a des marches par le bas, il y a des marches par le haut. Parce qu'à chacun sa stratégie, à chacun ses forces. Donc oui, l'idéal serait de retrouver sa marche d'enfant. Donc demain, vous allez retrouver vos vieilles vidéos là. Vous allez vous regarder. Et vous dites, ah oui, bon sang, je suis un vrai marche par le bas. Forcément. Alors c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les applications? Elles sont énormes. On n'aura pas le temps ce soir de tout évoquer. Sachez que ce gars-là, l'homme invisible des Blacks, qui maintenant est connu depuis la dernière Coupe du Monde, il y a quelques jours, c'est Gilbert Enoka, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le coach mental des Blacks. Il connaît ça. Il connaît ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait avec ces gars? On l'a dit, le marche par le haut est très élastique. Le marche par le bas est très concentrique dans sa préférence individuelle. Bah, lors de la préparation physique, ils ont des ateliers. Alors on va à Fédération Française, c'est pareil, hein, ils ont les mêmes ateliers, sauf que les Blacks. Ils ont diagnostiqué le marche par le haut et le marche par le bas. Donc le marche par le haut, il va faire comme Kylian Jornet, on va le mettre à 70-80% à faire de la plio. Et on va le mettre à 20-30% à faire du concentrique. Alors que le terrien, on va faire l'inverse. On va toujours, en méthode de coaching, que ce soit mental ou physique, dans la préférence individuelle, dans les forces intrinsèques de chaque individu. Et c'est comme ça qu'on va éviter les blessures. Donc là, il y a du boulot à faire, hein. Pour ceux qui connaissent du monde en préparation physique, il y a énormément de travail à faire. Et on va enfin éviter de casser tous ces gamins qui sont dans les clubs parce qu'on veut leur imposer une technique. C'est marrant ce qu'ils font. Bon, moi, j'essaierai pas, même si c'est un aérien. Ok? Et puis, donc ça c'est pour la préparation physique. Dans le mouvement du sportif, dans tous les sports, on va retrouver ses préférences. On a tous des points forts. À votre avis, pourquoi Zidane est hyper fort sur son crochet interne? Parce que c'est un terrien. Ok, il sait faire les deux. Mais vous verrez ses plus grandes actions, c'est toujours sur le crochet interne qui lui emmène son monde. Ronaldo, c'est l'inverse. Pourquoi il se met sur le côté gauche? Hop là, il t'emmène tout le monde sur son côté externe. Dans tous les sports, vous retrouvez ses préférences. C'est systématique et c'est naturel. Son gars, c'est un vrai marche par le bas. Hyper pronation comme ça. Hyper fort en cuisse quand il est au fond du terrain. Alors que Djoko, me dites que Federer et Nadal, c'est un vrai marche par le haut. Pour tous les sports, vous allez retrouver des différences en fonction de marche par le haut et marche par le bas. On ne parle que de 2 paramètres, il y en a beaucoup plus. Et puis on est avant tout des thérapeutes. Donc en termes de rééducation, en termes de réathlétisation, en termes de coaching, on devrait impérativement connaître les points forts de nos patients et de nos athlètes, notamment la marche par le haut, marche par le bas. Pour terminer, je prends juste 2 minutes, Michel. Je vous donne l'exemple d'un, parce que j'en ai eu encore cette semaine, des tendinites d'Achille chroniques, des tendinites d'Achille rebelles, on en a tous. Alors il y a plein de techniques, tout fonctionne. Mais imaginez une tendinite d'Achille chez un marche par le haut. En fait, il va hyper solliciter son système qui sollicite naturellement. Qu'est-ce qu'on fait nous, les podologues? On travaille souvent avec vous, kinés. C'est très complémentaire pour cette pathologie et pour beaucoup d'autres, mais celle-ci en particulier. On va mettre des fameuses talonnettes. Alors vous avez compris, les talonnettes molles, on oublie. Hein. Okay, on oublie. Alors on va mettre une talonnette dure en se disant, bah oui, on va détendre le tendon d'Achille. Mais qu'est-ce qu'on va faire en faisant ça? On va ressolliciter encore plus sa chaîne postérieure qui est déjà en hyper sollicitation. On fait l'effet inverse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez au Kylian Jornet, au 80-20. Sur le court terme, on va faire complètement l'inverse. Vous avez des études maintenant de Roll, de Villeneuve, qui prouvent qu'avec des stimulations podales,
on peut modifier la posture, notamment dans ce plan-là. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire sur standing d'Achille? Sur un marche par le haut, on va le mettre au contraire vers l'arrière. Mais sur un court terme, on va le revoir à 4-6 semaines. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire le patient? Il va se mettre dans sa petite boucle des 20% comme Kylian Jornet qui vont lui attaquer talon. Il va récupérer. 4-6 semaines après, là, on va pouvoir lui remettre une talonnette. Et là, l'action du kiné va tenir enfin dans le temps. Et là, on a une super belle complémentarité. Et on est beaucoup plus fin parce qu'on connaît la stratégie de notre patient. Marche par le haut, marche par le bas. Ok? On a plein à vous dire, mais on est déjà super en retard. Désolé. Merci.